Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la profession ouvre aujourd'hui un dossier important dans ce monde qui bouge, dans ce contexte si particulier de crise sanitaire qui, paraît-il, devrait nous inviter à davantage de responsabilité sociale et sociétale, en tout cas pour les acteurs de l'économie, c'est ce qu'on nous dit et qu'on nous répète. Mais on va précisément se plonger dans ce qu'on appelle les informations extra-financières et on va pouvoir s'appuyer, comme chaque fois, sur des ressources et des compétences précieuses. La première, ou le premier, c'est Hubert Tondeur, que je salue avec respect, Bonjour. le président de la commission comptable du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et puis Hervé Bégaud, président du comité de normalisation extra-financière et RSE du Conseil national aussi. Et nous aurons le bonheur de recevoir dans la deuxième partie de ce rendez-vous Patrick de Cambourg, qui est le président de l'autorité des normes comptables et qui nous permettra d'évoluer sur ce sujet qui, on le verra, prend une dimension européenne. On va tout de suite, si vous le voulez bien, entrer dans le vif du sujet et essayer de préciser les contours de cette notion d'information extra-financière. Alors Hubert Tondeur, concrètement, lorsqu'on parle d'information extra-financière, on fait allusion à quoi ? Peut-être avant de définir ce à quoi on fait allusion, c'est surtout de se dire que l'entreprise est dans un environnement, qu'elle travaille avec son environnement, qu'elle communique avec son environnement et qu'elle a une création de richesse qui doit s'étendre à l'ensemble de ses parties prenantes. Et jusqu'à présent, on travaille surtout sur l'information financière, effectivement. Aujourd'hui, c'est cette relation avec les parties prenantes, c'est son impact sur son environnement, c'est son impact sur sa performance sociale qui doit être divulgué. Et donc, on a des indicateurs de performance extra-financière, donc indicateurs environnementaux principalement, indicateurs de performance sociale qui font l'objet d'une information et que les parties prenantes souhaitent connaître et qui s'insèrent dans la stratégie même de l'entreprise. Alors, pourquoi aujourd'hui le choix de cette thématique ? Puisque si ça n'est pas financier, ça ne regarde pas les experts comptables. Alors, si la question c'est est-ce que les experts comptables peuvent s'intéresser à l'extra-financier, je dirais que oui, parce que si l'extra-financier est un élément majeur stratégique pour les entreprises. Je dirais ceux qui les accompagnent au quotidien sont les experts comptables, donc il est naturel que ce sujet intéresse les experts comptables. Et je dirais que l'information extra-financière, comme toute information, c'est d'abord générer une information, compiler une information, la traiter, la diffuser, et je dirais que ça répond presque à la définition de la comptabilité. Donc il y a une forme de logique aussi à ce que vous mettiez votre stylo et vos ordis sur ces sujets-là. À quoi elles servent, ces informations extra-financières ? Elles servent déjà à divulguer, je dirais, la stratégie des entreprises dans ce domaine environnemental, dans ce domaine social. Elles servent aussi à rassurer les parties prenantes, mais elles sont aussi des éléments de stratégie plus globale où la performance financière n'existera pas s'il n'y a pas une conservation de notre environnement au sens très très large du terme. Et donc s'insérer dans cette performance environnementale sociale, c'est préserver des ressources, c'est garantir la performance générale de l'entreprise et de la société pour le futur. Hervé Bégaud, pour une entreprise, concrètement, ça sert à quoi de s'intéresser à ce sujet-là au point de vouloir l'intégrer dans la comptabilité ? Hubert a parlé de parties prenantes. Avec la RSE, ce que rapporte la RSE, c'est une espèce d'élargissement du périmètre de responsabilité de l'entreprise. Donc, les entreprises aujourd'hui, et la comptabilité plus particulièrement, informent l'actionnaire. Donc, Hubert a beaucoup insisté sur les parties prenantes, ce qui est central dans la RSE. Vos consommateurs, vos salariés, vos clients, l'État, ils ont besoin d'autres types d'informations, au-delà de la comptabilité financière classique. Donc, concrètement, pour une entreprise, il s'agit d'utiliser des indicateurs qui intéressent cette population, ces parties prenantes, et les informer de manière pertinente que la comptabilité n'adresse pas suffisamment aujourd'hui. Montrer, présenter un autre visage de l'entreprise que celui traditionnel qu'on connaît du business, des affaires, des finances. Alors, c'est désormais une habitude dans cette émission. Vous choisissez un indicateur qui vous semble illustrer le sujet. C'est la séquence Le chiffre du jour. Alors, Hubert Tondeur, quel est le chiffre que vous avez choisi ? Mais 250, puisque 250, c'est le nouveau seuil qui se met en place pour définir quelles sont les entreprises qui seront
obligés, entre guillemets, de mettre en place une information extra-financière. On reste sur les mêmes seuils de total de bilan et de total de chiffre d'affaires. Par contre, on passe de 500 à 250 salariés pour être une entreprise qui va devoir divulguer ces informations. Ce sera forcément une question qu'on posera tout à l'heure à M. de Cambourg, puisque cette normalisation se fait au niveau européen. Alors Hervé, si je comprends bien, ces informations extra-financières ne concernent que les PME d'une taille respectable. En quoi les TPE, 95% du tissu économique, peuvent-elles être concernées par ces informations extra-financières ? Alors, elles sont concernées pour différentes raisons. La première, c'est qu'elles sont plus vulnérables. Parce que sur ces questions autour de la RSE, les indicateurs dont on parle, les informations dont on parle, c'est quelque part pour savoir ce qui se passe dans l'entreprise, sur le modèle économique de l'entreprise, sur ces sujets. Parce que quand on parle d'environnement, on est en train de dire clairement que les modèles économiques sont en train d'évoluer pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux. Donc il y a une pression qui se fait sur l'entreprise et donc son modèle économique doit être repensé. Et donc pour une TPE qui ne regarde pas ces aspects-là d'une certaine façon, même de manière volontaire, peut être à un moment donné rattrapée par le temps. Je donne deux exemples. Le premier exemple, aujourd'hui, il y a une loi en France qui s'appelle le devoir de vigilance, où les entreprises d'une certaine taille, je crois que c'est plus de 2000 salariés, ont l'obligation de vérifier ce qui se passe au niveau de leurs sous-traitants. Et dans ces sous-traitants, il y a majoritairement des TPE-PME. Et donc, par un effet un peu boule de neige, ça retombe sur la TPE qui, quelque part, est obligée de travailler sur ce sujet. Donc, même si elles ne sont pas directement concernées, elles ont tout intérêt, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, à intégrer ces notions d'information extra-financière dans leur fonctionnement. Alors, on va progresser et on va s'intéresser aux modalités d'intégration précisément de ces informations extra-financières. C'est parti. Alors, question précise, réponse précise et concise, si vous le voulez bien. Comment faire valoir ces informations extra-financières ? De quelle manière quelles sont les formules choisies pour intégrer dans la comptabilité ? Alors, il y a deux façons de faire. Quand on parle d'informations extra-financières, soit on reste sur l'extra-financier, Patrick de Cambourg va sans doute en parler tout à l'heure, ce qu'on appelle une comptabilité non monétaire, où là, vous faites un bilan carbone, vous avez des émissions de CO2 que vous mesurez. Vous faites un reporting RSE classique, vous allez informer sur la quantité de matières premières consommées, vos déchets et comment vous faites évoluer ces indicateurs-là dans le temps. Il y a aussi une autre possibilité qui est de monétariser. Donc, c'est un peu les débats qui sont en cours actuellement. Et cette monétarisation des enjeux RSE, l'objectif est de pouvoir, à un moment donné, les intégrer dans une comptabilité financière classique. Mais pour l'heure, on est dans des expérimentations pour voir comment ça peut réellement être traité dans une comptabilité financière pour permettre ce qu'on appelle une performance globale, le pilotage de ce qu'on appelle une performance globale directement intégrée dans les comptes. Est-ce que ce reporting est accessible et envisageable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur activité, leur forme juridique ? Ça dépend de quoi on parle. Hubert parlait de la déclaration de performance extra-financière, donc le fameux reporting obligatoire. Donc aujourd'hui, le seuil est à 500 salariés. Pour ces entreprises-là, n'ont pas le choix, donc elles doivent appliquer, faire un reporting RSE et faire vérifier par ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant. Et pour les TPE-PME, on est dans un domaine volontaire et c'est là où d'ailleurs les experts comptables ont un rôle intéressant à jouer, c'est de travailler sur des KPI simples, propres aux TPE-PME qu'on peut proposer. On parle de plus en plus de déclaration de performance intégrée. Alors là, il va falloir nous expliquer. Justement, cette intégration, j'évoquais tout à l'heure une comptabilité non financière, une comptabilité financière. Le reporting intégré voudrait rapprocher les deux mondes. Donc l'idée, c'est de dire comment on fait une comptabilité désormais qui est monétaire, en euros ou toute autre monnaie, et qui permet la prise en compte de l'ensemble des sujets dont on parle. La question financière classique, mais aussi le fait de dire qu'on a le pilotage d'un certain nombre d'indicateurs pour suivre
ce qui se passe autour du capital humain, ce qui se passe autour du capital naturel, ce qui se passe autour de l'eau, la biodiversité, pour voir comment on peut intégrer l'ensemble de ces sujets dans une seule et même comptabilité. Ça veut dire, Hubert Tonder, que ces informations extra-financières, aujourd'hui, ne sont pas intégrées dans les comptes des entreprises. Non, elles ne sont pas intégrées dans les comptes des entreprises. Je dirais ce qui est le plus intégré dans les comptes des entreprises, mais c'est surtout dans la divulgation d'informations, c'est le DPEF, dont vous parlez Hervé. Ensuite, tout ce qui est reporting intégré, tout ce qui est RSE est volontaire. Donc si on parle d'un cadre, je dirais, normatif et d'un cadre de communication des états financiers, effectivement, ces éléments ne font pas partie de ce reporting. Ils font par contre partie d'un reporting, je dirais, plus juridique, le rapport de gestion pour le DPEF. Mais pour ce qui est du rapport intégré et de la RSE, c'est totalement volontaire. Et donc à la discrétion des entreprises. Et Hervé nous disait, d'une certaine façon, et avec ces mots qui sont forcément plus justes que les miens, que l'enjeu consistait à connecter les informations extra-financières et financières. Et donc, est-ce que ça permet, cette démarche, de ne pas uniquement regarder dans le rétroviseur, mais aussi, en lisant le bilan, de se projeter ? Ben oui, parce que c'est en fait une performance. Et si on veut se dire pourquoi on veut donner de l'information extra-financière, on pourrait, au-delà de l'image de marque de la société, qui est aussi un élément et un enjeu essentiel, de la mise en place de politiques et d'être en cohérence avec des politiques publiques, c'est aussi des facteurs d'amélioration de ces process, donc de réduction de coûts, des facteurs d'amélioration de recettes, de chiffre d'affaires. Donc naturellement, et comme le disait Hervé, tous ces éléments positifs, puisque en fait en général on communique quand même sur des éléments extrêmement positifs, que ce soit environnementaux ou sociaux, ont derrière des enjeux économiques extrêmement importants, parce que travailler sur la consommation des ressources, travailler sur l'émission de CO2, c'est travailler sur des chaînes logistiques, et travailler sur des chaînes logistiques, c'est les optimiser, et naturellement, à l'arrivée, c'est des économies, mais c'est aussi un environnement qui est plus, je dirais, plus sain ou plus propre pour l'avenir. Alors évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Est-ce que les experts comptables sont outillés, formés pour accompagner les clients sur ces sujets ? Moi, je dirais qu'ils ne le méconnaissent pas, parce qu'en fait, souvent, ils travaillent pour un certain nombre d'entreprises à divulguer de l'information sociale sur la répartition hommes-femmes, sur la formation, sur l'évolution au sein de l'entreprise, au travers d'acquisition de compétences. Donc, ils ont déjà cette partie sociale de l'extra-financier. Alors maintenant, il y a une information qui leur est diffusée, il y a un environnement dans lequel ils interviennent qui va être nécessaire. Je reviens juste très rapidement sur ce que disait Hervé. Les grands groupes travaillent sur des problématiques de chaîne de valeur, et effectivement, les grands groupes travaillent beaucoup avec des sous-traitants qui sont des petites entreprises. Donc si vous voulez reporter sur une information au niveau d'un groupe, vous êtes obligé de compiler des informations qui viennent de vos sous-traitants. Donc ça va devenir le quotidien, je dirais, de nos clients. Donc naturellement, les experts comptables doivent se former, et il nous appartient de mettre en place des formations pour qu'ils puissent appréhender ces dispositifs et de développer des outils pour qu'ils puissent travailler avec leurs clients. Alors, côté entreprise, est-ce que vous notez des réticences ? Est-ce que vos clients vous disent c'est du temps perdu, ça coûte cher ? Est-ce que... Naturellement, c'est un peu la réaction naturelle, on ne va pas vous dire le contraire. Simplement, lorsque vous êtes sous-traitant dans le BTP et que vous répondez à des appels d'offres, et que dans l'appel d'offres, on vous demande des indicateurs de performance extra-financière, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé de vous soumettre à l'exercice. Voilà. Bien, alors les spécialistes du chiffre, que je commence à bien connaître, évoluent avec délectation dans les cadres précis. Chez vous, on appelle ça des normes. Et pourquoi diantre les informations extra-financières échapperaient-elles à une forme de normalisation ? C'est ce qu'on va voir. Hervé, pourquoi normaliser alors que les informations extra-financières sont pour beaucoup sur la base du volontariat ? Alors, pour beaucoup, oui, mais il y a malgré tout, on l'a dit, les seuils sont en train de baisser. Patrick de Cambou nous en parlera. On va descendre à 250 salariés. Ça couvre quand même une population d'entreprises déjà intéressante. Donc, il faut absolument normaliser déjà pour cette population d'entreprises. Ensuite, même pour les TPE-PME, c'est facile de leur dire il faut faire un reporting sur vos politiques RSE, etc. Si vous ne faites pas un minimum de standardisation, au moins avoir une approche sectorielle du sujet pour donner un cadre aux entreprises, c'est compliqué. Et pourquoi le Conseil national de l'ordre se positionne sur ces sujets ? Pour une raison simple, parce que nous, on considère que les experts comptables ont une bonne connaissance du système d'information de l'entreprise. Je prends un exemple simple. Vous faites un bilan carbone aujourd'hui,
Vous avez besoin de mesurer la quantité de matières premières consommées, le nombre de kilomètres parcourus, la quantité de carburant consommé. Vous prenez n'importe quel consultant bilan carbone, aura beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'à aller collecter facilement ces données. Et nous, en adaptant notre façon de faire de la comptabilité, en pensant bien nos comptabilités analytiques, ou ce qu'on appelle une comptabilité matière, on est en capacité, beaucoup plus que d'autres, d'aller collecter, consolider l'information et la fiabiliser. Donc, c'est pour ça que je pense que rien que pour ça... Vous êtes au cœur du réacteur, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas aux manettes aussi dans ce domaine-là. Monsieur de Cambourg, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint pendant le petit jingle tout à l'heure. Vous êtes le président de l'autorité des normes comptables. Alors, juste un mot sur la fonction, la mission de cette institution. Alors, l'autorité des normes comptables, qui est organisée par la loi, a 3 missions principales. La première, c'est d'émettre les règlements qui s'appliquent aux entreprises en France, donc que les experts comptables mettent en œuvre et les commissaires aux comptes vérifient. La seconde, c'est d'influencer la normalisation internationale qui vaut pour les comptes consolidés des très grandes entreprises cotées, des entreprises cotées sur un marché réglementé. Et la troisième mission, c'est de travailler sur la recherche comptable, de stimuler le mouvement intellectuel autour de la comptabilité. Tous les travaux théoriques, méthodologiques, etc. qui complètent la pratique. Mais aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes également le président d'une task force qui s'est réunie depuis plusieurs mois, je crois, et qui est chargée précisément de l'information extra-financière. Au niveau européen. Au niveau européen. Oui, effectivement. Comme vous le savez sans doute, il existe déjà une directive. Et nous sommes à un moment très intéressant, puisque hier même, le nouveau texte de la directive a été approuvé par la Commission, par les commissaires, qui se réunissaient donc en collège hier. Et donc, c'est une proposition de directive qui va être maintenant examinée par les co-législateurs, mais qui a été longuement mûrie par la Commission, qui a l'initiative en la matière. Et donc, le niveau de la directive, c'est un niveau législatif, c'est-à-dire c'est le niveau des principes. Et la Commission a pensé, dès l'année dernière, qu'il était important de se doter d'un niveau réglementaire, c'est-à-dire le niveau des normes. En France, c'est la même chose. On a des principes comptables qui sont fixés par la loi, mais les règlements sont élaborés par l'autorité des normes comptables que j'évoquais tout à l'heure, à votre demande. Donc, nous avons travaillé, cette task force qui est logée à l'EFRAG, qui est en fait le conseil de la Commission en matière de normalisation comptable et maintenant en matière de comptabilité extra-financière, a reçu la mission de faire un travail préparatoire sur l'établissement des normes européennes qui viennent d'être consacrées d'ailleurs dans leurs principes par le texte de niveau directive que je viens d'évoquer. Alors, ces normes, est-ce qu'elles seront obligatoires ou bien est-ce qu'elles seront optionnelles ? Alors, c'est l'intérêt, c'est qu'elles seront obligatoires, pour les entreprises qui sont dans le périmètre, et je vous parlerai tout à l'heure de celles qui n'y sont pas directement. Mais pour les entreprises qui sont dans le périmètre, c'est-à-dire, comme ça a été évoqué il y a un instant, toutes les entreprises qui ont, pour simplifier, plus de 250 salariés, ce qui fait 50 000 entreprises en Europe et un pourcentage considérable de la création de valeur. Donc, pour toutes ces entreprises, le reporting sera obligatoire sur la base des normes adoptées par l'Europe. Ce qui est une novation. Il y avait une obligation antérieure, mais qui était laissée à la main des États dans un certain nombre de cas, donc il y avait encore beaucoup de divergences, et de façon très générique, et pas encore très normée. Donc là, l'Europe décide de faire un pas majeur, qui la distingue d'ailleurs des autres zones économiques. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ne bougeaient pas d'un cil. Avec l'administration Biden, ça peut changer, mais il faut voir exactement les actes. Les autres grandes zones comme la Chine, l'Inde ou le Japon s'interrogent aussi, mais avec des paramètres qui ne sont pas nécessairement les paramètres européens que j'évoquerai peut-être. Alors, justement, ces paramètres européens, ce sont lesquels ? Cette directive, elle nous dit quoi dans les grandes lignes ? Alors, la directive nous dit que les entreprises, à compter du printemps 2024, avec une référence à l'année 2023,
vont devoir présenter ces informations normées en vertu d'un premier jeu de normes qui va être établi fin 2022. Donc l'EFRAG aura probablement pour mission dans les jours qui viennent d'élaborer ces normes avec pour objectif de les rendre applicables en Europe en octobre 2022. Donc on a 18 mois pour faire ce premier jeu de normes. Ce premier jeu de normes sera suivi d'autres jeux qui compléteront le dispositif, parce qu'on ne peut pas prétendre en 18 mois faire un dispositif complet. Mais il sera déjà, comme on dit en bon français, game changing. Il changera un peu la nature, même assez fondamentalement la nature du reporting aujourd'hui, qui est de qualité. En France, il y a une obligation de contrôle, il y a un cadre qui est assez précis, mais ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on a globalement une qualité de la donnée extra-financière qui est, je dirais, médiocre. Donc on va passer à... En tout cas, peu lisible. Oui, peu lisible, peu comparable. Parce qu'en fait, l'information doit être à la fois pertinente, refléter, donner une image fidèle, également être comparable et vérifiable. Donc ce sont 4 caractéristiques. Il y en a une 5e qui est le caractère compréhensible, mais ça c'est pour la lecture. Qui sont des vertus cardinales que l'on évoque à chaque fois. Le fait d'élargir ce reporting extra-financier aux PME, est-ce que vous pensez que ça va recueillir l'adhésion de tous les acteurs européens ? Les entreprises de plus de 250 salariés sont considérées en termes européens comme des grandes entreprises. Donc celles qui sont en dessous, c'est-à-dire celles qui sont qualifiées de PME, auront à leur disposition une normalisation spécifique, mais qui sera d'application volontaire. Ah oui. Et donc, elles auront le loisir de choisir ou pas d'appliquer la norme. Et il est important de dire... Une norme adaptée à leur taille. Je vais y venir, mais ce qui est important, c'est que les PME, en fait, ne travaillent pas en isolement. Elles sont partie d'une chaîne de valeur. Elles sont souvent en relation avec des grandes entreprises, en amont ou en aval, et les grandes entreprises vont devoir avoir des informations sur leurs fournisseurs ou sur leurs clients. C'est ce que nous précisiez tout à l'heure. D'où la nécessité d'avoir cette fluidité d'information. La deuxième raison fondamentale pour laquelle les PME vont avoir une vraie incitation à travailler là-dessus, c'est qu'elles ont recours à des financements. Et les institutions financières, dans ce qu'on appelle la finance durable, ont elles-mêmes des obligations de reporting qu'elles ne peuvent pas satisfaire si elles ne reçoivent pas les informations des gens à qui elles prêtent ou chez qui elles investissent. Vous voyez, il y a un cercle vertueux qui est en train de s'amorcer en Europe et qui est d'ailleurs unique dans le monde aujourd'hui. Des informations comparables et vérifiables, comme vous disiez, par tous des acteurs. Est-ce que ces normes européennes dont vous nous parlez seront applicables directement ou est-ce qu'elles vont être aménagées par les gouvernements dans leur mode d'application ? Non. La directive donc, qui a été adoptée hier et qui va donc suivre le processus législatif prévoit que ces normes seront après élaboration par les FRAG, adopté par la Commission par voie de ce qu'on appelle les actes délégués. Un acte délégué, c'est applicable dans les 27 pays de l'Union directement. Il n'y a pas d'intervention nationale. La directive devra être transposée, mais devra être transposée rapidement, et la directive qui est assez précise ne peut être transposée qu'en ajoutant éventuellement des dispositions, ce qui est peu probable parce qu'on est déjà à un niveau d'harmonisation qui n'existe nulle part ailleurs. Et quelle serait l'autorité compétente pour établir ces normes en France alors ? En France, non, je pense que la France va si vous voulez, il y a deux choses. La France va se ranger et a été très fortement en faveur de l'établissement d'un normalisateur européen, donc on ne va pas dupliquer. En revanche, il est fortement question que l'on crée un lieu de rencontre pour tous les membres de la communauté française, enfin de la communauté comptable et extra-financière française, qui veulent contribuer au mouvement européen, mais sans établir pour autant des normes spécifiques à caractère national. Donc vous nous dites, le rendez-vous, c'est printemps 2024. Alors, pour la mise en œuvre, mais là, on va aborder tout de suite une période d'élaboration des normes, écriture, immédiatement après, je passe sur les détails, mais au premier semestre 2022, au moment où d'ailleurs le projet de directive sera en cours de finalisation, il y aura toute une période de consultation, notamment sur les PME,
et il est vivement recommandé de prendre connaissance, de contribuer et d'essayer de calibrer la chose. C'est le principe c'est ce qu'on appelle le due process de la normalisation. Donc il y aura des consultations nombreuses au premier semestre 2022 pour adoption de ces normes dans la deuxième partie de 2022 pour application mise en œuvre au cours de 2023 avec une information publique début 2024. 1000 fois merci d'être venu jusqu'à nous. Quelque chose me dit qu'on aura d'autres occasions de vous voir sur ce plateau. Et toujours avec plaisir. Hervé, bientôt un événement sur ce thème de l'information extra-financière. Oui, les 29 et 30 juin, nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir le président de l'autorité des normes comptables pour justement nous parler de la normalisation européenne. Nous allons recevoir des chercheurs, des praticiens au niveau européen, au niveau international, au niveau français, pour faire du Conseil national de l'ordre des experts comptables un lieu d'échange qui sera peut-être le lieu souhaité par le président de Cambourg pour partager sur justement ce sujet de la normalisation extra-financière. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette émission au cœur de la profession. Prochain rendez-vous très vite sur d'autres sujets qui vous intéressent, puisque c'est directement l'objectif de cette émission qui est préparée par tous les collaborateurs du Conseil national de l'ordre des experts comptables que nous remercions.